Salut à tous et à toutes, c'est l'Antenne-Taker. Bon, j'espère que vous êtes prêts, vous êtes préparés pour cet instant, parce que c'est le moment. Dans moins d'un mois, nous sommes à la Coupe du Monde de football en Russie. Moins d'un mois. Ça va être un bordel sur les réseaux sociaux. La Coupe du Monde, certainement et sans aucun doute, la compétition la plus importante du football. Elle a lieu tous les 4 ans dans un pays différent, elle fut fondée en 1930 et depuis, la compétition a bien changé. On est passé de 13 à 32 équipes et grâce à ses nombreuses stars et à la télévision, elle est devenue la compétition la plus attendue au monde avec les Jeux Olympiques. Et que dis-je, c'est devenu même la compétition la plus attendue pour certaines personnes, à tel point qu'elle a même dépassé, logiquement, les Jeux Olympiques, ce qui est quand même assez énorme. Et là, c'est un peu une vérité qui va te revenir en pleine face dans ta gueule, cher fan de football. En 20 éditions de Coupe du Monde, les 20 n'ont jamais été parfaites, loin de là. Certains sont même rentrés dans les annales pour des raisons bien plus obscures. Et je me suis dit, allez, autant y aller, soyons fous. Autant faire un top 5 des pires Coupes du Monde depuis la première édition en 1930. Et oui, en 20 éditions de Coupe du Monde, c'est obligé, il doit y en avoir au moins une. Et ce n'est pas vraiment le cas, il y a eu plusieurs Coupes du Monde qui se sont un peu ramassé la gueule. Car oui, soyons honnêtes, la compétition numéro 1 du sport numéro 1, a connu des éditions tellement dégueulasses qu'on en parle très peu, voire même que la FIFA a décidé de supprimer le plus d'images possible pour qu'on n'en parle pas. Eh ouais, vive la FIFA, pour cacher la vérité, eux, c'est les numéros 1. Et autant vous prévenir tout de suite, évidemment, ce top est 100% subjectif, bien sûr. Of course! Alors, mesdames et messieurs, fans de football, préparez-vous parce que votre âme d'enfant va être détruite. Et pour ceux qui n'aiment pas la Coupe du Monde et qui n'aiment pas le football en général, bienvenue dans cette vidéo, vous allez l'adorer. Voici le top 5 des pires Coupes du Monde ever. Numéro 5. Angleterre 1966. But ou pas but? Une question qui fait encore aujourd'hui débat au sein des fans de football. Mais tout le monde a oublié quelque chose d'important. C'est que cette Coupe du Monde qui avait lieu en Angleterre était plus proche de rollerball que du football. Et si vous faites partie des fans de football qui pensaient à l'époque que les arbitres étaient cléments avec les Brésiliens en 2014, eh bien vous n'avez rien vu avec les Anglais en 1966. Les années 60 au football étaient connues pour leur violence sur le terrain et les plus grandes stars du football à l'époque savent de quoi je parle. Bulgares et Portugais s'allient pour envoyer Pelé à l'hôpital. L'expulsion de Ratin ou Rating dans un match empoisonné où Anglais et Argentins refont la guerre des Malouines, alors que les Russes et les Allemands refont Stalingrad en demi-finale. Quant à la France, Robert Herbin a le genou explosé par l'Anglais Styles, qui enchaîne avec un attentat sur Jacques Simon lors d'une défaite imméritée des Bleus en phase de poule. Ne pas y aller, tu dis ça. Ne pas y aller. Est-ce qu'il y a quelque chose à sauver dans cette Coupe du Monde? Techniquement, oui. Un peu. Mais clairement, il n'y a pas grand-chose. La Corée du Nord élimine l'Italie. Elle mène 3-0 en quart contre le Portugal et perd au final le 3-5. L'un des rares bons matchs justement de cette Coupe du Monde. La Hongrie bat le Brésil à la brésilienne, mais s'incline face aux grands frères soviétiques. Brezhnev fait rappeler les chars. Oui, évidemment, parce que les Russes sont passés, évidemment. Of course! Yashin nous prouve qu'il est l'un des meilleurs gardiens de ce sport et qu'il n'a pas besoin de trucs à la con, à gauche et à droite et de politique. La main de Jackie Charlton contre le Portugal que tout le monde a oublié par rapport à celle de Maradona, Henry, Suarez et Eder, alors qu'elle est tout aussi dégueulasse. Et est-ce que je suis obligé de parler du fait qu'on passe de Goodison Park, à Wembley au dernier moment pour la demi-finale contre ces mêmes Portugais. 6 matchs des Anglais dans cette Coupe du Monde et les 6 matchs ont lieu à Wembley, rien à foutre du reste. Sympa pour les Portugais ou encore les Anglais qui avaient acheté leur place à Goodison Park. Super, bravo l'arnaque. Made in England, si vous voyez ce que je veux dire. Et quant à la finale en elle-même, c'est une bonne finale même. D'ailleurs, c'est la seule chose qu'on se souvienne de cette Coupe du Monde, ce qui est tout à fait normal quand tu prends du recul. Mais bon, c'est l'Angleterre qui triompha avec un football qui au final n'est pas vraiment top. Mais bon, par rapport à certaines autres équipes qui ont été championnes du monde, je peux vous assurer que c'est plutôt bon. Voilà, mais c'est pas non plus énorme. Ce qui est dommage parce que les joueurs de l'époque étaient plutôt excellents. Et quand Moore souleva le trophée, on oublia tout ce que ce succès avait de controversé.
Mais peut-être en va-t-il ainsi de tout vainqueur. Et pour en terminer avec le fameux but en question, pour moi il n'y a pas but, il n'y a même pas de débat, le ballon il n'est pas rentré complètement, on voit même un morceau sur la ligne, donc voilà. Après l'action va tellement vite, maintenant aujourd'hui à l'époque on peut voir, donc voilà. Mais le but a été accepté quand même. Pourquoi ? J'ai peut-être ma petite idée sur ça, et on va voir que la Coupe du Monde qui va envoyer un message de fair play, c'est pas si fair play que ça. L'histoire va nous rappeler une chose, c'est que l'arbitre de touche de ce match, enfin l'un d'entre eux, était d'origine russe. Et comme vous vous en souvenez donc, la demi-finale c'était Russie contre l'Allemagne. Bref, on sait pourquoi le but a été accepté, évidemment. Oui, à part ça, restez fair play, hein, restez fair play. Bien sûr. Numéro 4. Italie 1934. Eh dis donc, 4, ça rime. Ta gueule. On parle souvent des Jeux Olympiques de Berlin de 1936 comme l'exemple parfait d'un support de propagande d'un régime. Mais on oublie très rapidement que l'Italie avait fait la même chose avec la Coupe du Monde de l'édition 1934. Vainqueur en 1930, l'Uruguay ne sera pas présente en 1934. Pourquoi ? À cause de l'affront constitué par l'absence des Européens lors de la première édition, et donc elle renonce à se présenter devant le public italien. Mais en vérité, tout ceci est une question de professionnalisme dans le football qui a déclenché une grave crise au sein des pays sud-américains. Dont notamment l'Argentine et le Brésil qui en souffrent. Pourtant, ils acceptent de gagner l'Italie. Les deux équipes sont loin de rassembler les meilleurs joueurs de leurs pays respectifs. Pendant ce temps, l'Italie prépare la Coupe du Monde et pour cela, elle dispose de 8 stades de 50 à 60 000 places. C'est aussi l'une des raisons du choix de la FIFA. Mais pas seulement, il y a aussi... Je vous laisse deviner... L'argent. Mais il en existe une autre, car la politique joue également son rôle dans cette histoire. Mussolini est à la tête du gouvernement italien, et pour lui la Coupe du Monde, et il en est sûr à 100%, sera un bon moyen de montrer tout simplement le prestige du fascisme. Quand même. Le but ultime de la manifestation sera de montrer à l'univers ce qu'est l'idéal fasciste du sport. D'après le général Vaccaro, président de la fédération italienne quand même. On verra alors des affiches d'un genre étonnant, un footballeur au salut fasciste. La formule adoptée en 1934 et en 1938 impliquait l'élimination directe comme en Coupe de France. On commençait par les huitièmes, puis les quarts, puis les demi, puis la finale. Il y avait au total 16 matchs durant cette Coupe du Monde. Le niveau du football sur le terrain est cool, avec d'excellentes équipes, notamment l'équipe hôte, l'Italie, championne du monde, qui avait certainement à l'époque la meilleure équipe de son histoire. Quant à l'équipe de France, qualifiée pour cette Coupe du Monde, elle se fera éliminer dès les huitièmes de finale avec honneur par l'une des équipes favorites de la compétition, l'Autriche de Matthias Sindelar. Alors pour les plus jeunes, autant être direct, Matthias Sindelar, vous prenez Messi, vous prenez Ronaldo, vous mélangez le tout, boum, vous avez Sindelar, l'une des premières méga superstars de l'histoire du football, qui décédera à l'âge de 35 ans à cause de la guerre, car il était d'origine juive. Numéro 3. Chili 1962. La troisième place revient à la dernière Coupe du Monde d'avant la télévision en direct. Et pour les observateurs fans de football, c'est certainement la pire Coupe du Monde de tous les temps. Du fait que tout simplement cette dernière introduit bien trop de jeux violents et surtout beaucoup trop de fautes. Comme quoi, Coupe du Monde 62, Coupe du Monde 66, les années 60 c'était pas vraiment une grosse année pour le football en fait. Pour l'Europe, il n'y a pas de doute possible. Ce mondial serait celui du bout du monde. Ce qui est logique parce que rejoindre le Chili en avion ou en bateau à l'époque, c'est long. À moins que ce soit l'égocentrisme ancestral du vieux continent. Enfin bon. En plein hiver austral, le pays doit se remettre du plus gros tremblement de terre de l'histoire récente. Cette édition est marquée par un jeu plus défensif et surtout plus physique. De l'anti-jeu, du béton et des coups partout. Et s'il y a bien un match qui représente cela, c'est bien le match Chili-Italie du premier tour. Pour tous ceux et celles qui l'ont vécu en direct, c'est certainement l'un des matchs les plus scandaleux de l'histoire de la Coupe du Monde. Pour faire simple, Pays-Bas-Portugal en 2006 et bien sûr Pays-Bas-Espagne en 2010. 2 fois les Pays-Bas, oui, je sais, j'ai un peu honte de ma double nationalité en ce moment. Eh bien ces deux matchs, ce n'est rien comparé au match Italie-Chili, qui est un peu l'équivalent du match de la honte dans le football.
La rencontre dégénère en un véritable pugilat et seulement 2 joueurs italiens sont exclus. Le nombre de cartons rouges aurait pu, et je dirais même plus, aurait dû être beaucoup plus élevé. Et puis question arbitrage, ce n'est pas mieux, monsieur Aston, comme diraient certains, vous êtes un... salaud. Non, je parlais de cette version-là. Vous êtes un salaud. Merci Thierry. Il faudra l'intervention de la police pour que les Azuris quittent le terrain sous protection pour qu'ils puissent regagner en sécurité les vestiaires à la fin du match. Et au niveau des stars, alors là, il y avait de grosses stars, mais soit elles étaient en plein déclin, comme par exemple Di Stefano, soit elles étaient blessées, comme Pelé, ou soit elles étaient pas du tout dans leur assiette, comme Lev Yashin, quoi. D'un côté, la demi-finale entre le Chili et le Brésil, eh bien, c'est à guichet fermé, alors que de l'autre côté, 6000 spectateurs pour la demi-finale entre la Tchécoslovaquie et la Yougoslavie. Record absolu de « j'en ai rien à foutre ». Mais est-ce qu'il y a quelque chose à sauver dans cette Coupe du Monde? Un seul, Garrincha, le Brésilien au légendaire dribble à droite, un des rares survivants du déclin du niveau du jeu durant la compétition, et sera même celui qui va sauver ce qui reste de cette Coupe du Monde. Pour ce qui est de l'équipe de France, la Coupe du Monde en 62, elle est passée sous le nez à cause d'une petite altercation, une petite embrouille avec un arbitre à Sofia, et le barrage en Bulgarie, on l'a eu dans le cul. Faut pas y aller, qu'il disait. Finalement, ils ont bien retenu la leçon en fait. Vraiment, les années 60, c'était vraiment une année de merde dans le football. Numéro 2. Argentine 1978. Pour cette deuxième place, petit retour en arrière sur l'une des compétitions les plus controversées de l'histoire du sport. En effet, à la manière d'Italie 34, le football avait été relégué au second plan par les autorités mondiales, qui étudiaient la possibilité de boycotter la compétition pour protester contre le régime totalitaire du général Videla et ses constantes violations des droits de l'homme. Mais Coca-Cola ne s'embarrasse pas de ces détails et verse 8 millions de dollars pour devenir le sponsor officiel de la compétition. Et pour la FIFA, les affaires passent avant tout, tant pis pour la morale, parce que tout ce qui compte, c'est... Mais malgré cela, rien à faire pour l'Argentine, c'était impossible pour les autorités de l'époque qu'elle ne soit pas championne du monde. Avec des décisions arbitrales plus que douteuses et un match arrangé contre le Pérou qui se laisse battre par plus de 4 buts d'écart. Cette victoire polémique a été par la suite imputée à un arrangement entre les deux dictatures. Of course. Calme-toi Bison, tu te calmes. Pourtant, l'équipe d'Argentine de 78 n'était pas une mauvaise équipe, loin de là, et elle comptait dans ses rangs des joueurs d'exception, comme par exemple Passarella ou encore Avilés, et bien sûr Mario Kempes, qui marquera 6 buts dans cette compétition et deviendra ainsi le meilleur buteur de cette compétition. Et à la fin, l'Argentine a été championne du monde en battant en finale les Pays-Bas 3-1, dans une très bonne finale. De son côté, l'équipe de France était présente à cette Coupe du Monde. Elle hérite du groupe le plus difficile avec le pays organisateur, l'Italie et la Hongrie. Évidemment, en dehors de toutes ces saloperies qu'il y a eu derrière, la performance de l'Argentine restait quand même incroyable, notamment grâce à son esprit collectif, et surtout bien que ça n'a pas l'air grâce à son joueur Mario Kempes. Et je trouve ça dommage, parce que au final, ils avaient quand même une sacrée belle équipe. Malheureusement, les autorités n'avaient même pas confiance en cette équipe. Quelle bande de couillons quand même. Le trophée est remis par le dictateur Jorge Videla au capitaine. Cette victoire est une démonstration de force par la junte militaire, présentant à ses détracteurs la communion entre joueurs et supporters tous unis derrière l'Argentine. Jorge Rafael Videla a été jugé en 1985 et décède le 17 mai 2013 en prison. Bon débarras. Le succès de l'Albiceleste se retrouve terni malgré une équipe séduisante. Elle fera tout son possible pour se rattraper. Et ce sera le cas. 8 ans plus tard, l'Argentine remportera la Coupe du Monde de football au Mexique, de manière plus claquante, avec une équipe extraordinaire, certainement la plus grande équipe de l'histoire de l'Argentine, menée par un génie qui porte le nom de Diego Maradona. Ah bah oui, comme dit la musique. Ah bah oui, Santa Maradona les gars. Et enfin, le numéro 1 des pires Coupes du Monde ever. Italie 1990. Après le Mexique en 1986, la 14e Coupe du Monde de football a lieu en Europe. Et plus précisément l'Italie, une grande puissance du football mondial, où l'on allait reculer devant aucune dépense pour faire de cette Coupe du Monde de la FIFA un succès complet. L'édition 1990 arrive pile poil au bon moment, étant donné que l'Italie est la nation qui domine le football dans le monde. Et le palmarès en Coupe d'Europe en parle de lui-même. Regardez, voici toutes les Coupes d'Europe, évidemment. Et voici tous les clubs qui ont remporté en cette année 90 les Coupes d'Europe en question. Oui, que des clubs italiens.
La Squadra Azzurra présentait aussi l'une des meilleures équipes de son histoire, mais cette Coupe du Monde avait une liste de rêves en ce qui concerne les stars de l'époque, et rarement une Coupe du Monde n'aura accueilli autant de joueurs de classe mondiale. Bref, on s'attend à la meilleure Coupe du Monde de tous les temps. Mais le mondial italien va rester dans les annales pour autre chose, comme l'édition la plus malsaine de tous les temps, à tel point que des réformes vont être installées afin de stopper l'anti-jeu qui monte en puissance dans le football. Beaucoup de trucages sur la pelouse, d'innombrables gestes antisportifs, du jeu défensif, des matchs peu exaltants. Le jeu est si désagréable que la FIFA et l'International Board, qui régit les règles du foot, vont réformer après ce mondial certaines lois comme l'obligation aux gardiens de jouer au pied après la passe de l'un de ses coéquipiers. Et surtout des stars comme par exemple Van Basten, Gullit, Maradona ou encore Belanov, qui livrent des performances très moyennes, voire même misérables. Mais bon, cette édition, il y avait quand même, comme je l'avais dit, des grands joueurs et même de grosses équipes à l'époque, comme par exemple les Pays-Bas, avec Marco Van Basten, Ruud Gullit, Coman, Rijkaard, donc une sacrée grosse équipe. En plus, ce sont les champions d'Europe en titre. Il y a de l'espoir, ils ont fait quelque chose durant cette Coupe du Monde, c'est pas possible. Eh bien, le champion d'Europe en titre se qualifie sans gagner le moindre match. 3 matchs nuls. Bon, ok, mais par la suite, ils vont rencontrer l'Allemagne, donc Pays-Bas-Allemagne, c'est la grosse rivalité d'Europe, hein, c'est monstrueux, ils s'aiment pas les Néerlandais et les Allemands, donc on va avoir un match exceptionnel, me direz-vous, hein, un match, une grosse intensité, n'est-ce pas? La rencontre se transforme en un combat de bouchers, Rijkaard et voleurs se chauffent et finissent avec un carton rouge chacun, l'un des pires matchs entre les Pays-Bas et l'Allemagne. Bon, ok, on oublie le Pays-Bas-Allemagne. Mais attendez, il y a eu un Brésil-Argentine. Alors là, Brésil-Argentine, ça va être la samba. On va y aller, quoi. Ça va être le beau jeu, ça va être exceptionnel, non? Un duel engagé et physique, mais niveau technique zéro. L'un des pires Brésil-Argentine de tous les temps. Où Maradona, de son côté, gère plus le jeu de l'Argentine qu'il ne l'anime. Pour faire simple, eh bien, les Argentins jouent avec Caniggia en pointe de l'attaque, Maradona à la baguette. Quant aux autres, eh bien, ils restent derrière en défense. On est très loin de l'équipe de 1986. Mais alors, je vous vois venir. Mais Undertaker, est-ce qu'il y a quelque chose à sauver de cette Coupe du Monde? Eh bien oui, une équipe. Le Cameroun. Le Cameroun avec son formidable esprit d'équipe, d'ailleurs son équipe en elle-même est certainement l'une des plus grandes de l'histoire de la sélection camerounaise, et son étonnant Mila, que dis-je, Monsieur Roger Mila, sont fêtés partout où il passe, à tel point que tout le monde veut voir les Camerounais champions du monde. L'incroyable prestation du Cameroun, et que dis-je, c'est faible comme mot, incroyable, c'est rien, c'est, je veux dire, titanesque, littéralement, ne passe pas inaperçu, à tel point que la FIFA a décidé de passer à 3 équipes africaines lors de la Coupe du Monde 94, au lieu de 2. Hélas, le parcours s'arrête en quart de finale, où les Camerounais sont battus après prolongation par l'Angleterre, 2-3, alors qu'ils mènent 2-1 à 10 minutes de la fin du match. Mais malgré cela, la performance du Cameroun reste incroyable, car c'est la première équipe africaine à arriver à un tel niveau de la compétition. Et est-ce que je suis obligé de parler de la finale? Sérieusement, est-ce que je suis obligé d'en parler? Des coups bas, des tacles à retardement, de l'anti-jeu et surtout un non-respect inimaginable envers l'arbitre. Alors là, ça, je peux vous assurer que là, c'est le summum. Il est au sommet des pires finales de l'histoire de la Coupe du Monde. Alors que c'est paradoxal, mais il y a 4 ans, on a certainement vu l'une des plus grandes finales de l'histoire de la Coupe du Monde, qui est celle de 86. Et c'était déjà un Allemagne-Argentine. Ah, et puis aussi, en parlant de l'arbitrage, qui était plutôt compliqué, étant donné l'ambiance du match en lui-même, est-ce que je suis obligé de parler de Pedro Troglio à chaque fois qu'il y a eu le coup de sifflet d'un arbitre envers ou contre son équipe? Il lui gueulait dessus, à tel point qu'on croirait revoir la parodie de Vision, là, vous savez, ça. Battu finalement 1-0 sur un pénalty très généreux de Brahim à la 85e minute, l'Argentine voit son rêve de double sacre consécutif s'envoler. Quant à l'Allemagne, elle prend sa revanche sur l'Argentine et remporte sa 3e Coupe du Monde après 2 finales consécutives perdues en 82 et 86. Et cette Coupe du Monde était aussi la chute d'un grand homme, Diego Armando Maradona, parce que bien que ce n'a pas l'air, pendant tout le match, il va essayer de garder, façon de parler, son équipe dans le droit chemin, mais il n'y arrivera jamais. À l'image de Maradona, durant la compétition, cette édition avait tout pour elle. Et dans son rush final, l'édition 90 a tout perdu pour devenir la pire Coupe du Monde de tous les temps.
Maintenant, autant être clair avec vous. Cette vidéo a pour but de vous montrer que la Coupe du Monde est loin d'être une compétition parfaite. Mais en aucun cas, elle a pour but d'enfoncer cette compétition. C'est pour vous montrer que même la Coupe du Monde peut avoir des défauts et peut être utilisée à des fins obscures. Nous sommes des millions d'individus à suivre, aimer, voire pratiquer le football dans le monde. Et ça, pour certaines organisations, c'est de l'argent à se faire, même si pour cela, il faut faire les plus grosses saloperies. Quoi qu'il en soit, pour les plus jeunes d'entre vous, vous pourrez dire à certains anciens et à d'autres qui disaient, j'en suis sûr, à 100%, le football, c'était mieux avant. Que non, c'était pas mieux avant, même si aujourd'hui ce n'est pas top non plus. Mais n'oubliez pas, s'il y a le yin, il y a le yang. S'il y a le bien, il y a le mal. S'il y a un top 5 des pires coupes du monde, eh bien il y a un top 5 des meilleures coupes du monde. Et des grandes éditions, il y en a eu. Si t'as aimé cette vidéo, alors mets-le pouce bleu comme Rebecca. Et pour voir nos prochaines vidéos, abonne-toi à notre chaîne Extra.